On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Aujourd'hui, on vous parle de ce projet de résidence intermédiaire en santé mentale. D'ailleurs, le 6 de la Montérégie-Centre va réagir dans quelques instants. Mais tout d'abord, il y a des citoyens mécontents et surtout très inquiets qui habitent non loin de là, rue Mailloux et avenue du Parc. À l'occasion de la dernière séance régulière du Conseil du mardi 28 mars, il y a plusieurs citoyens de l'intersection de la rue Mailloux et de l'avenue du Parc à Saint-Luc qui sont venus au Conseil pour poser des questions sur un projet qui est en train de se faire en ce moment, un projet de ressources intermédiaires en santé mentale. Il y a deux choses là-dedans. Il y a évidemment, quand on se lève un matin et on est en train de couper des arbres en arrière de chez nous, on se pose bien des questions et ensuite on se dit, OK, mais qu'est-ce qui s'en va là? Et là, on voit que c'est une ressource intermédiaire en santé mentale. Bref, deux de ces citoyens sont avec nous aujourd'hui. Je vous les présente à l'instant. D'abord, Marie-Jo Boucher. Bonjour. Bonjour. Accompagnée de Anthony Adornato. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric. Vous autres, vous êtes sur la rue Mailloux, Exact. Oui. mais pas très loin de l'intersection de l'avenue du Parc où il y a le fameux projet. Expliquez-nous dans les premières minutes ou les premières heures que ce projet-là est arrivé à votre connaissance. Bien, on était, premièrement, comme tu disais, on était un petit peu scandalisés de voir le nombre d'arbres qui se coupaient. Ça faisait très longtemps que cette maison-là était à vendre. On avait su que ça avait été vendu, mais il se passait quand même rien avec la propriété, puis c'était inhabité. Un certain matin, quand je me suis levée, parce que moi, je vois la maison de ma cour arrière, j'ai vu qu'il était en train de couper des gros arbres. On était un petit peu scandalisés de ça. Donc, ma voisine a appelé à la ville pour savoir ce qui se passait, puis comment ça que ça avait été permis là, de couper tous ces arbres-là. Pour se faire dire que, bon, c'était un projet d'agrandissement de maison, puis qu'il y avait eu l'autorisation de couper les arbres. Quelques jours plus tard, c'est là qu'on a appris que c'était une ressource intermédiaire via l'entremise d'un voisin. Puis c'est comme ça qu'on a appris que c'était ce qui s'en venait là, 24 chambres. Mais on ne savait pas c'était quoi encore, les résidents qui allaient avoir là. Donc, ça a pris beaucoup d'appels de notre part, beaucoup de démarches, beaucoup de recherches pour finalement... parce que même quand on est allé au conseil, on n'était pas encore trop sûr, là, quand on est allé au conseil de la ville, de exactement... Mais moi, c'est ça. J'ai eu l'impression, premièrement, j'étais un peu étonné de voir le conseil, les 12 élus et la mairesse qui, visiblement, je sais qu'il avait été au courant dans l'après-midi, là, mais je veux dire, il est visiblement, là, il n'était pas au courant de ce projet-là, mais en même temps, quand un promoteur s'en va demander un permis, si ça respecte la réglementation, le fonctionnaire, il donne le permis. Donc, ça ne monte pas au conseil. Exact. Sauf qu'il y a un problème. Mais en même temps, puis c'est ça un peu qu'on a découvert, puis vous pourriez peut-être nous l'expliquer dans vos mots, mais de ce qu'on a compris, c'est que lorsque, exemple, le centre de santé, le 6 de la Montérégie-Centre, qui est un organisme paragouvernemental, fait ce genre de demande-là à la municipalité a comme pas d'autre choix d'accepter. Non, c'est ce qu'on a appris quand on était au conseil. On leur a posé la question. Puis d'ailleurs, avant d'aller au conseil, on a appelé au bureau du député Louis Lemieux. Puis son bureau n'était pas au courant non plus du dossier. Donc, ils ont dit, ça doit être municipal. Donc, on s'est présenté, puis tout ça à l'intérieur de 3-4 jours. Fait quand on s'est présenté au conseil municipal, on n'avait pas beaucoup de détails encore. Bien, c'était un peu particulier parce que là, vous et les autres citoyens disaient, écoutez, on a appelé notre député, mais notre député nous a dit parler à la mairesse. C'est ça. Puis là, la mairesse vous disait, oui, mais avez-vous parlé à votre député? Oui, mais c'est parce qu'il nous a dit de venir vous voir. Exact. Donc, c'est parce que ça touche deux volets. Ça touche le 6 Montérégie-Centre, qui est l'initiateur du projet, là, qui va en appel d'offres pour ses résidences intermédiaires, mais il y a le volet ville, avec ce que la ville peut ou ne peut pas faire. Oui. Moi, en fait, la question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui vous dérange le plus? C'est les arbres coupés ou si c'est le potentiel de risque vis-à-vis de la clientèle qui va finir par habiter là? Bien, c'est plus ça qui nous dérange. On a peur à notre sécurité, on a peur... parce que je veux dire, bon, c'est des gens avec des troubles mentaux graves qui pourraient avoir des comportements agressifs, des troubles de toxicomanie. Puis ça, j'invente pas ça, là, c'était écrit dans l'appel d'offres qu'on a reçu du CISSS.
nous, on a des enfants qui vont jouer dehors. C'est tout un voisinage qui n'a pas de clôture. Moi, le soir, l'hiver, je vais prendre une marche. J'ai un boisé juste en face de chez moi. Je vais prendre une marche le soir avec mon chien dans le boisé. Bien là, j'irai plus. Parce que je vais avoir crainte de rencontrer quelqu'un puis que ça cause des problèmes. Fait que c'est sûr que c'est inquiétant. Il y a aussi le volet, la valeur de nos maisons. C'est sûr que c'est comment... on n'a pas de prix mais comment ça va affecter le quartier? C'est inquiétant. On a parlé à plusieurs agents d'immeubles qui nous ont confirmé que dorénavant, on n'aura pas le choix de le mentionner dans nos déclarations. Si on veut vendre la maison, on doit le déclarer. Et si on ne le déclare pas, c'est un vice caché. On peut se faire poursuivre. Donc, en partant, ça, c'est un peu inquiétant. Puis, de l'autre côté, c'est qui va vouloir vraiment aller acheter une maison, investir autant d'argent à côté d'une résidence de 24 résidents qui pourrait potentiellement, on ne le sait pas. On nage dans l'inconnu. De ce que on nage dans l'inconnu. C'est que le CIS, en fait, le ministère de la Santé, dit posséder, je pense qu'en Montérégie, il y a à peu près 800 places là, réparties dans différents immeubles où ça se passe, semble-t-il, relativement bien. Il n'y a pas de problème. Ça ne semble pas avoir affecté la valeur des maisons, mais de ce que je comprends, c'est qu'il y a de l'inquiétude là, qui est soulevée. Mais souvent aussi, je me dis, c'est que vous l'avez appris un peu de travers. Oui. Oh oui. C'est ça qui est un peu plate là-dedans. On a dû pêcher, puis vous avez pêché pas mal pour être capable d'aller chercher des petits détails là. Ici et là. Ouais. On a passé par plusieurs paliers. On a commencé avec le protecteur du citoyen, qui est l'ombudsman pour la province du Québec. Ils nous ont envoyés au ministère des Affaires municipaux. Ouais. J'ai parlé avec une directrice du bureau. Elle a écouté l'histoire. Elle empathise avec nous, mais elle me dit ça ne relève pas de moi. Je vais demander à un autre directeur de vous appeler qui s'occupe un peu plus de l'urbanisme. Mais c'est que vous apprenez toutes sortes d'affaires qui viennent d'un peu partout. Là. Vous avez dû faire de grandes recherches pour finir par aller chercher toute l'information que vous vouliez. Ouais. C'est ça l'affaire. Ouais. Ça fait des heures et des heures et des heures que nous et nos voisins, on est là-dessus, puis qu'on fait des recherches. C'est incroyable. Avez-vous éclairci aussi l'autre point? Il y a un de vos collègues, là, un de vos voisins qui disait que il y avait une différence entre un permis pour 9 chambres ou un bâtiment pour 24 chambres. On s'entend que le bâtiment n'a pas la même superficie. Est-ce qu'effectivement, est-ce qu'il y a une zone grise dans la loi ou si la Ville n'a pas le choix d'accepter un projet de 24 et non pas 9? C'est exactement, encore, on se réfère à la loi 308. La Ville, je crois que la Ville exige un maximum de 9 résidents. Ouais. Sauf que ça ne vient pas de la Ville. Donc, ça vient du provincial, donc la 6. Donc, le provincial a préséance sur la réglementation municipale. C'est ce qu'on comprend, oui. 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 Là, à date d'aujourd'hui, ça touche combien de personnes, ça? Parce que vous étiez quand même quelques-uns là, à vous présenter au conseil, là, Mailloux et Avenue du Parc. Là, ça touche combien de citoyens? Bien, c'est certain qu'il y a beaucoup de... Ça touche énormément de citoyens parce qu'il y a plein de parcs aux alentours. Il y a des centaines d'enfants qui marchent pour aller à l'école. Il y a des camps de jour qui sont à proximité. Il y a c'est le centre de soccer, le centre de gymnastique, des camps d'été, le taekwondo. Il y a énormément de gens qui fréquentent ce secteur-là. 2 écoles primaires, des parcs, plusieurs parcs, des garderies en milieu familial, des garderies... des grosses garderies aussi. Là, c'est tout à proximité de marche de cet endroit. Donc, pour vous, c'est vraiment l'inquiétude liée à la clientèle. C'est la sécurité. Il n'y a personne qui peut nous garantir la sécurité de nos enfants, notre intimité et les valeurs de nos maisons. Ça nous a inquiétés encore plus quand il y a une personne CISSS qui a mentionné à une de mes voisines, quand elle lui parlait, que les personnes, mais c'est des personnes qui sont possiblement toxicomanes, puis ils vont avoir le droit de consommer de l'alcool, consommer du cannabis. Donc, tout le monde sait que des gens qui sont sous l'influence, qui ont déjà un comportement possiblement agressif, ça l'empire la chose.
Donc, c'est très inquiétant de savoir. Selon vos critères, ce genre de maison-là devrait s'installer où? Dans quel genre de zone? Qu'est-ce qui serait, selon vous, approprié pour ça? Écoute, je peux pas... c'est difficile de répondre à cette question-là. Je te dirais que le gouvernement doit avoir des terrains, doit avoir des places, des emplacements où ce qui pourrait faire une belle résidence pour ces gens-là. Par contre, d'acheter dans un quartier résidentiel sont collés sur 2 maisons sur les côtés et en arrière, la cour de 2 voisins aussi. Fait qu'on parle de 4 maisons qui sont collées avec la cour et la vue directement dans cette résidence-là. Les écoles, les parcs, comme qu'on a dit. Ça devrait être un petit peu plus, je ne sais pas, ça doit être un quartier peut-être un peu plus industriel, peut-être, où ce qu'il y a des commerces, où ce que une artère un petit peu plus passante. Je ne sais pas. C'est difficile pour nous de... On n'a pas fait ces recherches-là encore. Je comprends. Revenons aux arbres. Il y a combien d'arbres qui ont été coupés en arrière de cette maison-là? Au moins 20 gros arbres matures. Qui faisaient de l'ombre un peu dans vos cours arrière ou avez-vous un enjeu d'intimité par rapport à vos cours arrière? Là, on voit l'autoroute. On s'assit sur notre balcon à l'arrière. On fait un petit barbecue chez nous. À notre droite, on est entouré. Là, on a 36 000 pieds carrés sur notre terrain. C'est tout boisé. Et à la droite aussi, sauf que là, tout le pan de mur qu'on avait d'arbres, et puis là, on voit la maison, la grosse maison en construction, et l'autre bord, c'est l'autoroute qui passe. Est-ce qu'ils ont commencé à faire le solage et tout ça? Est-ce qu'on est avancé dans les travaux? Le solage est fait. Ils ont creusé à l'arrière. Là, c'est de la terre. C'est clair que... Mais là, en ce moment, sont arrêtés. Là. C'est arrêté? Oui. Il n'y a plus de travaux, là, je pense, depuis mardi passé. Est-ce que c'est arrêté suite à votre intervention ou... On le sait pas. On le sait pas. C'est quoi Mais ils n'ont pas tous les permis. C'est ça qui est... ils n'ont pas tous les permis de construction. Là. Ce qu'ils avaient obtenu, c'est un permis pour couper un arbre en avant, puis un permis pour la fondation. Donc, est-ce que c'est en arrêt? Est-ce qu'il y a des délais à... Mais est-ce que l'abattage des 20 gros arbres et tout ça, est-ce que vous pensez que c'était fidèle à leur permis d'origine? Ou... Bien, je pense qu'avant, il y a une nouvelle loi qui est passée au municipal, qui est le 9 mars, à partir du 9 mars. Bien, même en arrière. Le 8. Ils ont tout coupé, ils ont tout abattu le 8, la journée. En vigueur, parce qu'on ne peut plus maintenant couper des arbres en arrière. Exactement. C'est quoi vos recours en date d'aujourd'hui? Pas grand-chose. Aucune. On voit aucune... Il n'y a aucun recours qu'on voit encore. Il n'y a personne qui était capable de nous aider, nous guider à savoir quoi faire. On a Jessica, qui est conseillère au district 12, qui nous aide, qui nous appuie, nous offre du support. Mais quelqu'un qui peut nous aider, une injonction, quelque chose du genre, on a parlé à des avocats, il n'y a pas grand-chose à faire. On parle de simplement la pétition, les médias, puis de faire valoir notre cause le plus possible. Et là, vous êtes rendu à combien de signatures dans votre pétition? 600 noms? Oui. Hier, on a fait du porte-à-porte et ça l'a grimpé rapidement. Ça l'a grimpé rapidement. Ouais. À vous deux, merci beaucoup d'avoir partagé votre point de vue, puis on verra évidemment la suite de cet enjeu-là. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous, on vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express. On parle d'arts martiaux mix avec notre combattant préféré, Michael Dufort, qui est avec nous. Et à côté de son nom, il y a le mot résilience dans le dictionnaire. Vraiment. Ne manquez pas ça. Voilà un projet ou l'annonce d'un projet qui a pris tout le monde par surprise, principalement dans le quartier Saint-Luc, intersection des rues Mayou et avenue du Parc. Il y a plusieurs citoyens qui sont venus faire un tour au conseil de ville du mardi 28 mars. Pourquoi? Parce que ces citoyens-là se sont réveillés un matin, on était en train de couper des arbres en arrière et finalement, on apprend que le projet qui s'en va là, c'est un projet de RI, de résidence intermédiaire en santé mentale. Et là, il y a beaucoup de choses qui se sont dites à l'égard de ce projet-là. Question d'avoir l'heure juste. Recevons à l'instant le directeur des programmes santé mentale et dépendance au 6 de la Montérégie Centre, Martin Tétrault. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci.
Bon, il y a 2 volets à ce dossier-là. Évidemment, le volet qui est plus municipal, on l'abordera avec la Ville, pourquoi on a coupé des arbres et pourquoi ça s'est passé de cette façon-là. Mais pour le volet qui appartient au CIS, premièrement, c'est quoi une RI en santé mentale? C'est une ressource... en fait, c'est une ressource intermédiaire santé mentale. Vous savez que les problèmes de santé mentale sont particulièrement importants. Je pense que la COVID a même possiblement mis encore plus de lumière sur les problématiques de santé mentale. Vous avez des services ambulatoires en CLSC, par exemple, en clinique externe. Vous en avez dans les unités de psychiatrie à l'hôpital. Puis à l'intérieur de la gamme de services, vous avez des ressources intermédiaires, donc des ressources dans lesquelles on héberge des personnes dont l'état s'est stabilisé sur le plan de la santé mentale. Est-ce qu'il y a beaucoup de ce type de résidence-là en Montérégie ou sur le territoire de la Montérégie-Centre? Oui, il y en a beaucoup. Nous, on a personnellement, pour la Montérégie-Centre, on en a 270 places. J'étais à Montérégie-Ouest il y a quelques mois et on avait un parc d'à peu près 250 places. Et on s'en allait vers un rehaussement d'à peu près 400 places. Ça, c'est pour le volet santé mentale. Si vous mettez la Montérégie-Est là-dedans, vous êtes à peu près à un parc d'autour de peut-être 800 places pour la Montérégie. Là. De place. De place, donc de type aérien ou de ressources de type familial. Bon, et généralement, ce type d'hébergement-là compte combien d'individus par édifice, par bâtisse? Ça va varier. En fait, vous avez les ressources de type familial, donc ça, c'est moins de 9 personnes. Puis les ressources intermédiaires, à ce moment-là, c'est 9 et plus. Ça peut aller à peu près jusqu'à 24, 27 personnes. Bon. Quel est le type de clientèle? Et là, je précise ma question parce que quand les gens ont su finalement qu'ils allaient se bâtir ça en arrière de leur cour, certains ont dit, bien, d'une part, la valeur de nos maisons va baisser parce qu'un, on a coupé des arbres, puis deux, bien, il va y avoir une clientèle à risque. Là, on s'est mis à lire l'appel d'offres. Et là, il y a le mot potentiellement agressif qui apparaît au registre. Qu'est-ce que vous répondez à ces citoyens-là? Autrement dit, ma question, quel est le type de clientèle qui est hébergée à cet endroit-là? Bien, on aimerait rassurer les gens. Les RIRTF existent, donc ressources intermédiaires depuis plus de 20 ans. Ils sont implantés dans les communautés. Évidemment, on ne fait pas que ces clientèles-là, ces personnes-là soient stigmatisées par leur environnement. Puis ce qu'il est souhaitable dans les bonnes pratiques en santé mentale, c'est qu'ils puissent intégrer la société, les communautés. C'est pour ça qu'ils sont déjà dans les communautés depuis 15-20 ans. Puis ça se passe bien. Pourquoi? Parce qu'il y a du personnel qui encadre, particulièrement dans le volet RI. Donc, quand vous avez 9 et plus de personnes, vous avez des travailleurs sociaux, des infirmières, et chacun des usagers est associé à un médecin psychiatre. Donc, à partir du moment où il y a un encadrement 24/7, si jamais on sent que la personne se sent moins bien, déstabilisée, on peut rapidement la remonter soit vers l'hospitalier ou soit lui offrir un autre volet d'intensité de soins. Là. Bon, généralement, les endroits où il y a ce type de résidence-là, avez-vous des problématiques? Avez-vous des plaintes? Est-ce qu'il y a eu dans le passé des événements malheureux dans les quartiers? Non. Bien, rare, pas dans ceux que je connais. Moi, ça fait 30 ans que je suis dans le réseau de la santé. Je suis psychoéducateur de formation. Donc, j'ai travaillé beaucoup avec les personnes qui ont un problème de santé mentale. Vous savez que c'est 1 sur 5 potentiellement qui peut être sujet à ça, incluant vous et moi. Puis on n'a pas... En fait, les drames dont on a lu l'existence n'étaient pas dans des RI, dans des RTF. Souvent, c'est dans des milieux qui sont pas encadrés, justement, dans lesquels il n'y a pas de lien d'aide direct pour puis d'observation puis d'encadrement qui sont offertes. Mais non, on n'a pas observé d'incidents, au contraire. Je vous dis pas que... En fait, ça fonctionne comme dans votre maison, comme dans la mienne. C'est-à-dire qu'il y a des hauts, des bas. Je ne sais pas si vous avez des ados, moi j'en ai. Donc, il y a des hauts, il y a des bas, je m'ajuste. La différence, c'est qu'à partir du moment où ça va moins bien, là, il y a une équipe traitante qui peut rapidement intervenir parce qu'il y a une surveillance 24/7 qui est mise en place. On s'entend le risque... Mais ça se passe bien avec le voisinage, à votre question. Ça se passe bien avec le voisinage. C'est un peu ça, autrement dit. C'est une nouveauté, là, ce que vous nommez. Puis habituellement, ça fonctionne par appel d'offres. Donc, c'est un appel d'offres, c'est public, il y a des séances publiques, ça ne se fait pas en catimini, là. Ça ne serait pas une bonne perception de l'avoir. C'est-à-dire que nous, premièrement, on est soumis aux règles des marchés publics. Donc, voici ce qu'on a besoin. Puis souvent, on va en mettre un peu plus dans l'appel d'offres en termes de caractéristiques pour éviter qu'il y a des gens pour lesquels il n'y a pas d'espace pour eux, alors qu'ils ont peut-être dans leur parcours des épisodes plus difficiles. Mais selon votre expérience, si on parle de voisinage... Il n'y a pas eu de problème de voisinage avec des citoyens ou avec les enfants des citoyens. Il n'y a pas eu d'épisodes malheureux dans les quartiers où vous avez eu connaissance de ces résidences-là? À ma connaissance, non. En tout cas, pas les 30 dernières années en Montérégie. Je vous dirais que c'est davantage le volet c'est les craintes, les perceptions qu'on a parce qu'on va débarquer des gens. Puis là, si on associe ça à l'actualité,
ça se peut qu'à ce moment-là, on a un écart par rapport à ce qui s'en Sentez-vous vient. que l'épiderme est peut-être un peu plus sensible? Vous l'avez dit, il y a des trucs qu'on voit dans l'actualité où il y a eu malheureusement des crimes violents commis par des gens qui malheureusement avaient des problématiques de santé mentale. Et là, les gens font 1 + 1 et se disent, bon, ça, c'est le genre de monde qui vont rester à côté de chez nous, puis je veux pas ça. Un peu ça, là, je coupe court, mais c'est un peu ça que les gens se disent. Donc, il y a de la pédagogie à faire à l'égard de tout ça. Mais dites-moi un peu, quel est le processus quand vient le temps d'implanter une nouvelle résidence de ce type-là? Bien, le processus, c'est que vous savez qu'il y a des listes d'attente en santé mentale. Ça aussi, ça fait l'objet d'actualité. Alors, à l'intérieur des suivis, on regarde dans la gamme de services. Je pense que les citoyens au Québec s'attendent à ce qu'on mette en place des services plus accessibles, plus disponibles par rapport à l'ensemble des problématiques qu'on rencontre. À partir du moment où on voit qu'il y a un volet d'hébergement qui est nécessaire, puis qui n'est pas nécessairement un hébergement à l'unité de psychiatrie avec des clés puis des barrures un peu partout de type hospitalier, c'est pas ça qui est requis. Ce qu'on a besoin, c'est davantage un milieu dans lequel il y a un peu bon père de famille, bonne mère de famille, avec lequel il y a vraiment un encadrement qui est mis en place. Puis qu'on est capable de le documenter. Puis si on est capable de le faire, il y a des requis de services là, qui sont mis. Là, à ce moment-là, on va le déployer. Donc, on fait l'appel d'offres. On ouvre à partir des clientèles qu'on rencontre. Puis on va souvent dans le portrait un peu plus important en termes de cumul. Donc, vous allez retrouver lorsque vous avez là, des problématiques de dépendance, des parcours de problèmes en lien avec la santé mentale. Il peut y avoir eu des épisodes plus difficiles dans la jeunesse de ces gens-là pour lesquels, quand ils arrivent, puis il y a un jumelage qu'on fait. Donc, on fait l'appel d'offres. Il y a des promoteurs qui soumettent leur candidature. Et après ça, il y a un processus de certification assez rigoureux. Donc, ils doivent passer à travers une évaluation neutre. Il y a 3 personnes qui débarquent, qui viennent regarder la ressource. Puis, ils veulent s'assurer que les chambres sont standards, qu'à peu près tous les équipements qui sont mis en place sont standards, qu'il n'y arrive pas des drames comme il est arrivé dans d'autres types de ressources, par exemple l'île verte. On s'assure qu'il y a des sorties d'urgence, qu'à peu près tout est en place pour assurer la sécurité des personnes qui vont être hébergées. Bon, dans le cas du projet qui nous interpelle, intersection Mailloux et Avenue du Parc à Saint-Luc, non loin de l'autoroute 35, dans ce cas-là précisément, donc j'en déduis que vous aviez des besoins, que vous aviez du budget pour en avoir davantage, et tant mieux. Je pense que même les citoyens disaient, on comprend ça, là, on n'est pas contre l'idée, là. Mais pourquoi là? Qu'est-ce qui fait que ce projet-là, finalement, se fait là, sur Mailloux, coin Avenue du Parc? Bien, vous faites votre appel d'offres, puis habituellement, c'est régi par les règles des marchés publics, donc vous devez identifier un périmètre. Ce qui est prescrit dans les bonnes pratiques, là, vous allez le voir dans le plan d'action santé mentale, puis c'est ce qui fonctionne bien depuis des années par rapport à cette population-là, c'est qu'ils soient proches des communautés, à proximité. Donc, ils sont dans nos quartiers, là. Moi, j'ai 3 enfants. J'ai 2 RTF, donc 2 ressources de type familial, santé mentale, qui ne sont pas loin de chez nous. Mais ça va de soi, parce que ces gens-là doivent... Souvent, lorsqu'on va retrouver, les gens ont l'impression que ces gens-là vont être très... on va les voir beaucoup. Au contraire, souvent, c'est des gens qui ont tendance à se refermer sur eux-mêmes, qu'il faut les aider un petit peu à sortir, à aller prendre des marches, à retrouver des habitudes de vie qui sont un peu plus saines. Mais... Donc, il y a un appel d'offres, il y a un promoteur. Le promoteur, lui, il passe à travers un processus de certification. Et le promoteur voit un potentiel dans ce terrain-là en question et se dit, ben voici... Il est à l'intérieur du périmètre, puis là, il n'y a pas de rue ciblée, c'est vraiment un territoire. Parce qu'en même temps, de ce que j'ai compris au niveau municipal, on tombe plus dans la réglementation de l'urbanisme, c'est que dans le fond, les élus n'étaient pas trop au courant parce que visiblement, ça ne vient pas contrecarrer une réglementation municipale. Autrement dit, les fonctionnaires voient si la demande correspond aux règles et attribuent le permis tout simplement. Ce qui s'est passé dans ce cas-ci, c'est peut-être ça l'élément de surprise de la part des citoyens. Généralement, de quelle façon les citoyens sont informés de la nature du projet qui est en train de se faire à côté de leur maison? On ne fait pas d'annonce autour en disant, voici, vous allez avoir 20 personnes qui ont des problèmes de santé mentale. On ne fait pas d'annonce autour de ça parce qu'il y aurait une crainte de stigmatiser ces populations-là. Donc, la mission des services cliniques, donc moi, je suis un directeur clinique, c'est davantage de s'assurer avec le promoteur. Ce qu'on demande au promoteur, c'est d'aller voir son voisinage puis d'être disponible pour répondre aux questions si les gens en ont. Ce que le promoteur, dans ce cas-ci, a démontré comme disponibilité. Là. Il a démontré de l'ouverture, puis il y avait des citoyens qui n'avaient pas envie de le rencontrer. Mais son offre est toujours bonne, c'est-à-dire d'être capable d'expliquer, y a-t-il des aménagements qu'on peut faire, y a-t-il un bon voisinage qu'on peut mettre en place. Parce que notre préoccupation, c'est, oui, pour les citoyens, puis c'est évidemment pour les 20 personnes. On ne souhaiterait pas qu'ils soient stigmatisés. Là. Bon, parce que autre zone un peu grise, encore là, je reviens au conseil de ville du 28 mars, il y a un citoyen qui dit, oui,
Ils peuvent s'installer là, puis la réglementation montre que la Ville n'a pas le choix d'accepter le permis en question. Là, il y avait une zone grise à l'égard du fameux 9 logements et moins ou 9 logements et plus. Ouais. Parce que dans ce cas-ci, on parle d'un projet de 24 C'est 20, chambres. puis donc jusqu'à une possibilité, il y a toujours un 20 le promoteur peut déjà prévoir un 24 chambres. Donc, un 4 chambres potentiel, supplémentaires. donc C'est un potentiel de 24. Un potentiel de 24 Ouais. chambres. Encore là, Ouais, les ouais. citoyens disaient entre 9 et 24, il y a quand même une différence, probablement sur la grosseur de l'édifice en arrière de leur propriété. Ouais. Bon, mais là, on tombe encore dans le municipal, à savoir est-ce que c'est permis, pas permis, qu'est-ce que la loi le permet. Ouais. Mais là, de ce que je comprends, les fonctionnaires ont attribué le permis au promoteur, donc il est en droit de le faire. Il est en droit, puis je vous dirais que des ressources intermédiaires, il y en a partout au Québec. Ça veut dire que si on aurait un problème là, on en aurait un petit peu partout au Québec. Possiblement que ça ferait des places pour pas mal moins de personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Là, de ce que je comprends, les travaux sont commencés. Oui. Donc, la machine est partie. Là. Il n'y a rien qui va arrêter. Bien, ça il va est se en continuer, train, là. il est en train de je pense que le promoteur est en train de finaliser les choses. Il y a le dossier. Évidemment, nous, on est sensibles. C'est pour ça qu'on a accepté votre invitation, d'être capable d'expliquer le plus possible les profils de nos clientèles, les services qui vont être offerts. Puis, mais oui, le processus est en marche. Bon. Intéressant. On verra la suite. Puis, comme je le disais en introduction, on questionnera aussi le volet plus municipal de la chose, au niveau de la réglementation, de l'urbanisme, les arbres, l'histoire du 9 ou du 24 logements. Bien ça, sûr. évidemment, c'est pas dans votre cours, là. Non, mais le bout que je peux vous Ouais. expliquer, c'est qu'à partir du moment où vous êtes 9 et plus, ça veut dire que là, à ce moment-là, le réseau de la santé a une obligation de dégager des ressources parce que c'est plus gros. Fait que quand je vous dis qu'il y a une infirmière, travailleur social, puis qu'il y a un encadrement, puis des médecins psychiatres, ça vient aussi avec ces avantages-là d'avoir des gens qui viennent encadrer. Martin Tétrault, merci beaucoup. Merci. Bonne chance à vous. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Le Centre de femmes du Haut-Richelieu vous invite à regarder un peu leurs publications, notamment sur Facebook et sur le site Internet, parce qu'il y a une programmation assez bien garnie, notamment avec des ateliers, des conférences et des sujets d'intérêt. Allez tout simplement sur le site du Centre de femmes du Haut-Richelieu. À demain. Bye-bye.